Avant de commencer, abonnez-vous à Atlas Stratégique pour comprendre les grandes stratégies économiques mondiales. Depuis quelque temps, une inquiétude revient. Le système bancaire est en danger, l'Europe vacille, une crise arrive. Ces phrases circulent et inquiètent. Mais faut-il vraiment s'alarmer? Ou sommes-nous face à une perception amplifiée d'une réalité plus complexe? Car derrière ces titres, il y a des mécanismes économiques précis, des décisions stratégiques et des équilibres fragiles. Dans cette vidéo, nous allons répondre à une question essentielle. Le système bancaire français est-il réellement en crise? Sans panique, sans exagération. Juste une analyse claire et stratégique. Commençons. Pourquoi parle-t-on de crise bancaire? Le mot « crise » revient souvent. Dans les médias, sur les réseaux, dans les analyses, et dès qu'il est associé au système bancaire, il crée immédiatement de l'inquiétude. Mais une question essentielle se pose. Parle-t-on vraiment d'une crise ou d'un ralentissement? D'où viennent les inquiétudes? Plusieurs signaux expliquent pourquoi ce sujet revient aujourd'hui. La hausse des taux d'intérêt, un contexte économique incertain, des tensions sur certains secteurs. Ces éléments ont un impact direct sur les banques. Moins de crédits accordés, des conditions plus strictes, une activité qui ralentit, mais cela ne signifie pas forcément un effondrement. Le rôle clé des taux d'intérêt. Depuis plusieurs mois, les taux d'intérêt ont fortement augmenté. Objectif, lutter contre l'inflation. Mais cette hausse a des effets secondaires. Emprunter coûte plus cher. Les ménages hésitent davantage, les entreprises ralentissent leurs projets. Résultat, le volume de crédit diminue. Or, le crédit est une activité centrale pour les banques. Le marché immobilier sous pression. Un secteur particulièrement touché est l'immobilier. Baisse de la demande, conditions d'accès plus strictes, ralentissement des transactions. Ce marché joue un rôle important dans le système bancaire. Moins de prêts immobiliers, moins d'activité, pression sur certains équilibres. La notion de crise à relativiser. Il est important de faire une distinction fondamentale. Un ralentissement, une crise bancaire. Une véritable crise bancaire implique des faillites d'établissements, une perte de confiance massive, des retraits importants de dépôts. Aujourd'hui, ces éléments ne sont pas généralisés. Le système continue de fonctionner. Les banques restent opérationnelles. Les mécanismes de régulation sont en place. Une perception amplifiée. Pourquoi alors parle-t-on autant de crise? Parce que le contexte global est incertain. Inflation, tensions économiques, instabilité internationale. Ces facteurs alimentent une perception plus pessimiste. Et en économie, la perception peut amplifier la réalité. Un système sous surveillance. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucun risque. Le système est sous pression. Les équilibres sont plus fragiles, la vigilance est nécessaire. Mais il est important de garder une vision nuancée. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce premier chapitre met en lumière une réalité essentielle. Le terme « crise bancaire » est souvent utilisé, mais il ne correspond pas toujours à la situation réelle, ralentissement de l'activité, pression économique, perception amplifiée. Le système bancaire français n'est pas exempt de défis, mais parler d'effondrement serait excessif. À ce stade, nous sommes face à une phase d'ajustement et non à une crise systémique confirmée. Le système bancaire face aux nouvelles pressions. Après avoir compris pourquoi le mot « crise » revient souvent, il faut analyser ce qui se passe réellement à l'intérieur du système bancaire. Car aujourd'hui, les banques ne sont pas en effondrement, mais elles font face à plusieurs pressions simultanées. Une rentabilité sous tension. Le modèle économique des banques repose en grande partie sur un élément clé, la différence entre les taux d'emprunt et les taux de dépôt. Mais dans le contexte actuel, cet équilibre devient plus complexe. Les taux augmentent rapidement. Les conditions de marché changent, la concurrence s'intensifie. Résultat, certaines marges sont sous pression. Des clients plus prudents. Le comportement des clients évolue également. Les ménages hésitent à emprunter, les entreprises ralentissent leurs investissements. L'incertitude freine les décisions. Cela a un impact direct. Moins de crédits accordés, moins d'activité, une croissance plus lente pour les banques, une régulation plus stricte. Depuis les grandes crises passées, le secteur bancaire est fortement encadré. Exigences de capital, règles de gestion du risque, contrôle renforcé.
Ces mesures ont un objectif, éviter une crise systémique, mais elles ont aussi un effet, limiter certaines marges de manœuvre. Les banques doivent donc être plus prudentes, mieux gérer leurs risques, anticiper davantage. L'impact du contexte européen. Le système bancaire français ne fonctionne pas isolément. Il est intégré dans un cadre européen. Cela signifie interdépendance entre les économies, influence des décisions européennes, exposition aux dynamiques globales. Si une tension apparaît dans un pays, elle peut avoir des répercussions ailleurs. Les marchés financiers en toile de fond. Les marchés jouent un rôle important. Ils réagissent rapidement, ils amplifient les signaux, ils influencent la confiance. Une baisse de confiance peut entraîner une volatilité accrue, une pression sur certaines banques, une perception de fragilité, une situation sous contrôle, mais sensible. Il est important de souligner un point clé. Le système reste fonctionnel. Les banques continuent d'opérer, les dépôts sont sécurisés, les mécanismes de surveillance existent, mais en parallèle, les pressions sont réelles, les équilibres sont plus fragiles, la vigilance est essentielle. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce deuxième chapitre met en évidence une réalité importante. Le système bancaire ne s'effondre pas, mais il évolue dans un environnement plus complexe, pression économique, contraintes réglementaires, incertitudes globales, tout cela crée une phase d'adaptation et c'est précisément cette phase qui alimente les inquiétudes. Les conséquences économiques, un effet domino possible. Lorsqu'on parle de tension dans le système bancaire, il est essentiel de comprendre une chose. Les banques ne sont pas isolées, elles sont au cœur de l'économie. Elles financent, elles accompagnent, elles soutiennent l'activité. Donc lorsqu'elles ralentissent, toute l'économie peut être impactée. Le crédit, moteur de l'économie. Le crédit est un élément fondamental pour les ménages, immobilier, consommation, pour les entreprises, investissement, croissance. Si le crédit diminue, les projets ralentissent, les investissements reculent, la croissance est freinée et c'est exactement ce que l'on observe dans certaines phases économiques. Le ralentissement de l'investissement. Les entreprises deviennent plus prudentes. Elles reportent certains projets, elles limitent les risques, elles attendent plus de visibilité. Ce comportement est logique, mais il a un effet global: moins d'investissement, moins d'activité, le pouvoir d'achat sous pression. Du côté des ménages, les conditions de crédit plus strictes, la hausse des taux, l'inflation passée. Tout cela influence les décisions. Acheter devient plus difficile, emprunter devient plus coûteux, consommer devient plus réfléchi. Résultat, une consommation plus prudente. L'effet domino. Ces éléments sont liés entre eux. Moins de crédit, moins d'investissement, moins d'activité, moins de croissance. C'est ce qu'on appelle un effet domino économique, mais attention. Mais cet effet n'est pas automatique. Il dépend de son intensité, de sa durée, des réponses économiques. Une économie qui s'adapte. Il est important de rappeler, les économies modernes sont résilientes. Elles peuvent s'ajuster, se stabiliser, retrouver un équilibre. Des politiques économiques peuvent soutenir l'activité, rassurer les marchés, limiter les impacts. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce troisième chapitre montre que les tensions bancaires peuvent avoir des effets réels, mais elles ne conduisent pas automatiquement à une crise majeure, tout dépend de la dynamique globale. Nous sommes donc face à un risque à surveiller, mais pas une certitude d'effondrement. Chapitre 4. L'Europe face au risque. Crise ou transformation. Une autre question revient souvent: si le système bancaire est sous pression, l'Europe peut-elle réellement s'effondrer? C'est une idée forte, mais elle mérite d'être analysée avec nuance. Une structure économique solide. L'Europe repose sur plusieurs piliers: institutions financières, régulation bancaire, coordination économique. Ces éléments ont été renforcés au fil du temps, notamment après les crises passées. Les mécanismes de protection. Aujourd'hui, plusieurs outils existent pour limiter les risques. Surveillance bancaire renforcée, exigence de capital élevé, coordination entre pays. Ces mécanismes ont un objectif clair: éviter une crise systémique, une interdépendance, à double tranchant. Les économies européennes sont fortement connectées. Commerce, finance, investissement. Cela peut,
amplifier un choc, mais aussi permettre une réponse collective. Les défis actuels. Malgré ces protections, des défis existent. Croissance modérée, tensions économiques, contexte international incertain, ces éléments peuvent ralentir l'économie, créer de la prudence, alimenter les inquiétudes, transformation plutôt qu'effondrement. Plutôt que parler d'effondrement, il est plus juste de parler de transformation. Les systèmes économiques évoluent, adaptation aux nouvelles conditions, ajustement des modèles, réorganisation des priorités. Le facteur confiance. Comme souvent en économie, la confiance est essentielle si elle se maintient. Le système reste stable. Si elle se dégrade fortement, les tensions peuvent s'amplifier. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce 4e chapitre met en évidence une réalité clé. L'Europe ne s'effondre pas, mais elle traverse une phase d'adaptation avec des défis réels mais aussi des mécanismes solides